Alors, bonjour à tous. On va commencer du coup la conférence macroéconomique et le point de gestion du coup sur nos fonds. L'idée, c'était de vous donner notre point de vue macroéconomique actuel sur la situation à venir et de faire un point sur ce qui s'est passé dans notre gamme de fonds et les principales actions qu'on a faites. On va commencer par un petit point du coup assez rapide sur la société puisque je pense que vous nous connaissez tous plutôt bien. Pour rappel, Gay-Lussac Gestion, anciennement Raymond James Asset Management, a été créé en 1995 par notre président et encore actuellement aux commandes, Emmanuel Locinat. Nous avons 3 activités majeures, donc la gestion collective pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, de la gestion privée et de l'épargne salariale. Les actualités de Gay-Lussac Gestion, on a eu l'opportunité en 2021, donc en janvier 2021, de racheter la part de nos actionnaires majoritaires, le groupe Raymond James Financial. Ce groupe nous détenait à 56% de notre capital et nous avons effectué cette opération à travers un MBO, donc un Management Buy-out. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une maison de gestion 100% indépendante, 100% française, et le capital appartient donc aux associés et employés, donc Adrien Blum, directeur du développement, Louis Defels, directeur de la gestion collective, Aurélia de la Malène, directrice de la gestion privée, et bien sûr notre président et fondateur Emmanuel Locinat. En quelques chiffres, aujourd'hui, Gay-Lussac Gestion, c'est environ 1,6 milliard d'euros d'actifs. On est à peu près sur une croissance sur 3 ans de 135%, donc une croissance positive bien sûr, et on est à peu près 24 salariés au sein de la société, principalement à Paris. On a aussi un bureau à Bruxelles. Je vais laisser la parole à Louis Defels, donc notre directeur de la gestion, qui va vous faire un point macroéconomique et vous donner notre vision. Top, merci beaucoup Victoria pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis avec toute l'équipe, donc tout à ma gauche Paul Edon, vous connaissez, Hugo Volom, notre co-gérant, Guillaume Buours et Thibaut Messin. Donc à tous les 5, nous sommes très heureux de vous donner un peu notre point de vue macroéconomique ce matin, ainsi que nos thèmes d'investissement pour la fin de l'année, pour le début d'année prochaine. Donc tout d'abord, si nous allons en page 5, on fera un petit point rapide sur la situation sanitaire. Vous avez vu encore hier la bonne nouvelle que les États-Unis vont commencer à lever les interdictions pour les voyageurs de l'Europe. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Donc dans le marasme de la journée d'hier, nous avons vu tous les titres plutôt exposés au transport redonner des bonnes couleurs. Donc ça, à peu près en ligne avec notre scénario, on pense que ça y est, le Covid n'est plus du tout un impact sur le marché. On voit que la vaccination marche bien. Ça permet vraiment, quand vous regardez sur le slide en haut à droite, qui était le Royaume-Uni, qui était un peu en avance, on voit que même si le nombre de cas n'a pas encore augmenté, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est le taux d'hospitalisation, lui, reste très très bas. Donc on va avoir potentiellement toujours l'ouverture qu'on a eue cet été devrait continuer. En tout cas, croisons les doigts. Pour nous, ça peut plutôt être quelque chose qui peut être derrière. Voilà, donc ça c'était pour introduction sur la partie sanitaire. Sur la partie macroéconomique, donc vous voyez sur la slide 7, ce qui est assez intéressant, c'est que post-annonce de vaccin il y a à peu près 1 an, on a eu un très fort rebond de l'économie. Mais vous avez vu qu'on a plutôt atteint un pic de l'économie, en tout cas de la croissance, de l'accélération de la croissance, en tout cas en Europe, ce trimestre, donc au 3e trimestre dans lequel nous sommes encore. C'était plutôt au 2e trimestre au T1 pour la Chine, au 2e trimestre pour les États-Unis. On voit en tout cas que maintenant, sur les différents indices, PMI Manufacturing, même Composite, qu'après avoir atteint quasiment des records de hausse, ils sont en train de plafonner et on est en train de revenir à une normalisation monétaire. Il n'y a que la Chine qui déçoit un petit peu plus, mais la Chine c'est un peu compliqué parce que eux, avec le retour du variant, on a vu que cet été ils avaient quasiment fermé les ports, les aéroports. Je vous rappelle que eux attendent les JO pour 2022, donc ils ont quelque chose, une politique très très stricte et drastique pour 0 cas de Covid. Donc voilà, il faut prendre un peu les derniers chiffres sur la Chine avec des pincettes, et notamment on peut compter sur la Chine pour réinjecter de l'argent s'il le faut. En tout cas, donc, cette normalisation de croissance, c'est vrai que si on regarde sur le slide suivant, donc je pense qu'au T3 de cette année, l'Europe va être pour la première fois le meilleur élève. C'est vrai que la Chine et les US, eux, ont plutôt été impactés par le Covid. Donc vous avez vu que Goldman Sachs a même révisé à 3% de croissance en annualisé sur le 3e trimestre. En tout cas, cela ne devrait pas trop impacter la croissance des bénéfices par action qui est toujours au rendez-vous. Pour l'année 2021, on attend vraiment une croissance
vraiment très forte des bénéfices par action. On a vu que les analystes ont constamment révisé à la hausse. Et pour 2022, donc on revient à une normalisation de la croissance. On peut attendre à peu près 4% de croissance dans les pays développés et à peu près 10% de croissance des bénéfices par action pour 2022. Donc toute chose égale par ailleurs, ça nous donne une assez bonne visibilité pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt au niveau de la croissance. Donc après, quid des impacts des politiques monétaires? Donc la Fed se réunit jeudi. Donc nous, on pense qu'elle ne va pas encore annoncer le tapering, notamment à cause des derniers chiffres de l'emploi qui avait été un peu impacté par le Covid. Mais normalement, sûrement au FOMC de novembre, elle devrait annoncer le début du fameux tapering que vous avez tous entendu parler depuis cet été, qui devrait intervenir peut-être en décembre ou en janvier. Donc je vous rappelle que le tapering, c'est une moindre achat par la Banque centrale donc américaine, la fameuse Fed. Donc on pense que les fameux 120 milliards devraient progressivement diminuer au fur et à mesure de l'année, mais qui veut dire moindre achat ne veut pas dire contraction du bilan de la Fed. Le bilan de la Fed, lui, va continuer d'augmenter l'année prochaine, et vous savez bien que les marchés financiers, eux, sont complètement corrélés au bilan des banques centrales. Donc l'année prochaine, en 2022, entre la BCE qui va continuer d'être très accommodante, la Banque d'Angleterre et toutes les différentes banques centrales dans le monde, on peut attendre quasiment jusqu'à 2000 milliards de nouvelles injections des banquiers centraux dans l'économie. Et comme vous savez que le S&P est totalement corrélé à la croissance et du bilan des banques centrales, on reste résolument très confiant sur les marchés actions à horizon 6, 12, 18 mois. Ça fait un peu plus de 10 ans que la Fed nous dit qu'il ne faut pas se battre contre les banquiers centraux. Ils nous donnent un message très clair qu'ils seront là en soutien. Et même si la première hausse de taux arrivera peut-être en 2023 aux États-Unis, qui veut dire hausse de taux ne veut pas dire contraction du bilan des banquiers centraux. Je vous rappelle qu'au 4e trimestre 2018, après 4 hausses de taux aux États-Unis, le bilan de la Fed avait commencé à se contracter. Et c'est ça ce qui avait fait notamment chuter les marchés financiers. Et donc nous, on n'attend absolument aucune contraction des bilans, de la taille des bilans, avant moins 2024 ou 2025. Donc pour le moment, on est plutôt tranquille sur ce point de vue. Alors, et aussi qui veut dire tapering, sur la slide toujours page 10 sur la droite, vous voyez l'évolution du S&P, donc en gris, depuis 2013 avec l'annonce de Bernanke. Et qui veut dire tapering ne peut pas forcément dire hausse des taux et ne veut pas forcément dire baisse des marchés, parce que pendant l'annonce du tapering, que ce soit le S&P avait plutôt bien marché. Donc si on se confère une copie-colle dessus, les bilans des banques centrales vont continuer de progresser, donc on reste résolument optimiste. Néanmoins, il y a des risques conjoncturels qui arrivent. On va pouvoir parler notamment de l'inflation. Donc après, il y a différents modes d'inflation, surtout il y a eu beaucoup d'effets de base, beaucoup d'effets sur les voitures anciennes, sur les ouvertures de l'hôtellerie, tourisme, ce qui est reparti, donc il y a eu des inflations transitoires. Néanmoins, les goulots d'étranglement, les semi-conducteurs, tous les coûts logistiques, les coûts matières premières sont des coûts réels. Donc tous les 5, on a fait énormément de meetings sociétés. Et ce qui est bien, c'est que la plupart des sociétés qu'on a en portefeuille, on vous en parlera plus tard, ont un vrai pricing power. Donc ça sera un de nos thèmes d'investissement dont on vous parlera plus tard. Et c'est des sociétés qui ont quasiment instantanément tout répercuté au consommateur final. Donc voilà, donc ça clairement c'est quelque chose qu'on le regarde, ça va peut-être encore durer plus longtemps qu'on l'en pense, mais en tout cas on ne pense pas que ça remettra en cause la fameuse politique monétaire accommodante. Donc clairement c'est quelque chose qu'on le regarde, notamment aux États-Unis il y a quelque chose qui est assez fort aussi, c'est les loyers qui montent beaucoup, qui ont un gros impact maintenant dans l'inflation aux États-Unis. Donc quand même prudent sur la consommation, vous verrez que les chiffres du T3, ça sera un peu plus prudent sur la consommation, donc vraiment sélectionner des sociétés avec gros pricing power, et donc surtout attention à toutes les sociétés qui sont plutôt au milieu de range en termes qui n'ont pas forcément de pricing power, où les résultats pourront peut-être décevoir. Donc ça c'est un premier risque que l'on monitore de près, mais qui pour nous n'est pas assez fort pour mettre en cause les banques centrales. Et puis les deux risques encore conjoncturels que l'on voit un peu plus, donc notamment l'éventuel ralentissement de la consommation aux États-Unis. On a vu que les derniers chiffres, bon après est-ce que c'était lié au Covid ou pas, étaient peut-être un peu moins bons. Je vous rappelle que les chèques des Américains, ça y est, ça s'est arrêté.
Donc on va devoir annoncer les nouveaux plans de relance. On attend les nouveaux plans de relance aux États-Unis notamment, mais pour l'instant ça prend un peu de temps parce que le président Biden est un peu chahuté. Donc il a du mal à refinancer ces nouveaux plans. Et enfin la fameuse, depuis 2 semaines, 10 jours, tout le monde parle vraiment la Chine avec le surendettement dans l'immobilier avec Evergreen. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui ça a donné un peu plus de volatilité sur les marchés. Donc là il y a tout le monde donne un peu son avis, hein, c'est un peu comme pour le Covid. Donc nous, sans faire café du commerce, on pense que la Chine veut calmer un peu la surchauffe dans tout ce qui est vraiment immobilier. Mais en tout cas, voilà, pour nous c'est clairement pas un Lehman Brothers, c'est pas un Enron, c'est pas tout ça. Je pense que le président chinois, qui déjà, avec une croissance qui ralentit à cause du Covid et pour les JO 2022, ne peut pas se permettre non plus n'importe quoi. Je vous rappelle que aussi la Chine peut injecter largement de l'argent dans l'économie, ce qu'a fait les États-Unis et l'Europe depuis des années en mettant des milliards d'argent. La Chine ne l'a pas fait, donc elle garde énormément de réserves d'injection dessus. Je pense qu'ils vont essayer de faire un défaut ordonné, parce que je vous rappelle, il y a quand même énormément d'emplois liés à Evergrande et surtout, il y a énormément de particuliers qui ont déjà mis de l'argent dedans pour acheter leur maison. Donc on peut penser que le gouvernement chinois ne va pas faire n'importe quoi. Donc je serais très heureux de revenir avec vous sur ces différents risques. Et donc dans ce nouveau contexte de marché de normalisation de croissance, clairement pour nous, la thématique cyclique, value, reflationniste qu'il fallait jouer entre octobre de l'année dernière jusqu'au mois de mars-avril est plutôt derrière nous. On voit clairement que ça y est, maintenant on revient dans une normalisation de la croissance. Donc notre thématique d'investissement qui marche très bien, vous savez, les valeurs low vol, low beta, momentum. Donc dans ce cadre de figure de marché, notre process de gestion devrait marcher très bien. Et pour cela, j'ai laissé la parole à Thibaut qui va commencer à vous parler d'une de nos premières thématiques d'investissement. Alors Louis vous a parlé d'inflation. Effectivement, une thématique que nous apprécions tout particulièrement, c'est celle du pricing power. Nous l'apprécions de manière conjoncturelle, dans le contexte inflationniste et pénurique actuel, mais également de manière structurelle, inhérente à notre processus d'investissement. En effet, les entreprises disposant d'avantages compétitifs marqués peuvent se permettre de répercuter les hausses de prix à leurs clients et ainsi maintenir leur marge et leur rentabilité à des niveaux élevés. Ce sont souvent des valeurs de qualité, à faible volatilité, faible corrélation avec leur indice de référence et disposant de manière générale d'un momentum favorable. Elles ressortent ainsi souvent dans nos filtres quantitatifs. À l'intérieur de cette thématique, nous apprécions tout particulièrement les ESN de qualité. En effet, la pénurie d'ingénieurs, dans un contexte d'accélération des besoins de digitalisation, permet aux ESN qui gèrent mieux leur vivier de talents de répercuter ces hausses de prix directement à leurs clients. Parmi celles-ci, on peut retrouver des sociétés françaises comme l'un des leaders français du conseil en management et services numériques Neuron, ou encore le prestataire de services et de conseils technologiques pour les architectures réseau OB. Dans un autre contexte, nous retrouvons des entreprises qui disposent d'un fort pricing power grâce à leur marque forte. Je n'ai pas besoin de vous les présenter, vous les connaissez, Hermès, Ferrari. Que ce soit pour le dernier sac Hermès ou la dernière Ferrari 812, l'élasticité prix est négative, plus c'est cher, plus la demande est forte. Dans la même catégorie, nous retrouvons également le fabricant italien de yachts et de super yachts San Lorenzo, qui a publié d'ailleurs des résultats récemment supérieurs aux attentes et a révisé à la hausse ses prévisions de croissance et de marge pour l'année. D'autres exemples plus spécifiques auxquels nous avons fait attention, et par exemple le distributeur français de matériaux, Salsé, qui grâce à ses relations de longue durée avec ses clients, passe sans problème les hausses de prix à des clients concentrés sur la disponibilité des produits. Le groupe a par ailleurs publié de très bons résultats semestriels il y a à peu près une semaine et demie. Un autre exemple, c'est le fabricant de colle et d'additifs français Sika, qui se démarque en investissant 2 fois plus que ses concurrents directs en innovation technologique, lui permettant in fine de vendre un produit de meilleure qualité et plus cher à ses clients, et en plus de développer une image de marque. Un exemple, désormais on ne dit plus de la colle, on dit de la Sika. Ça, c'est un avantage qui lui permet de répercuter ces hausses de prix. Dernier exemple que vous connaissez probablement tous, c'est le fournisseur d'équipements à la fabrication des semi-conducteurs, ASML, qui dispose d'un quasi-monopole sur son marché, lui permettant de passer les hausses de prix sans aucun problème. Je vais donc
désormais passer la parole à Paul, qui va vous parler d'une autre thématique que nous apprécions, celle de la logistique. Merci Thibaut. Alors effectivement, la logistique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est un segment qui est vraiment porteur à nos yeux pour plusieurs raisons. D'une part, la logistique est un segment qui connaît actuellement une pénurie de terrain, ce qui permet aux propriétaires un certain pouvoir de fixation des prix sans grande difficulté. Les taux d'occupation sont également optimaux sur l'ensemble des sociétés que nous couvrons. Il oscille en moyenne entre 97 et 98% de taux d'occupation. Une clientèle qui est donc très fidèle, c'est-à-dire qu'ils s'engagent sur le long terme aux côtés des propriétaires, ils s'impliquent vraiment dans les entrepôts qu'ils exploitent et vont investir pour les personnaliser et les adapter à leurs besoins. Il est également intéressant de noter que la logistique et les commerçants ont besoin de plus en plus d'espace de stockage. Nous avons remarqué que les e-commerçants ont besoin de 3 fois plus d'espace de stockage qu'un commerçant, un marchand traditionnel. Cette demande a explosé en raison de la pandémie, mais nous pensons que cette demande va être porteuse sur le long terme, étant donné la faible maturité, pénétration de l'online sur les marchés européens. Actuellement, en Europe, la pénétration moyenne de l'online n'est que de 13% à peu près, quand elle atteint déjà les 20% au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il est également intéressant de noter que ce marché est très fragmenté. Le top 5 en Europe ne détient qu'une faible part de ce marché, c'est-à-dire qu'en France, nous sommes à peu près à 15% de part de marché pour le top 5, 4% en Allemagne, 12% en Espagne, 18% au Benelux. Il y a donc encore un important potentiel de croissance par consolidation pour les leaders de la logistique. En conséquence, nous apprécions plusieurs sociétés sur ce segment, comme par exemple Argan, qui est une foncière qui est dirigée par M. Leland, lancée en début 2000, partie de rien, et qui connaît depuis une croissance très disciplinée et une belle visibilité. Nous avons également ID Logistique, le pure player sur la logistique externalisée, une demande qui est de plus en plus présente, de plus en plus en croissance. Nous avons Generix, une société qui propose une gamme complète de logiciels pour gérer l'ensemble de la supply chain, c'est-à-dire de l'exploitation d'entrepôts jusqu'au transport. Et enfin, Steph, le leader européen de la logistique réfrigérée et du contrôle climatique, qui connaît une très belle croissance et encore un important potentiel d'expansion sur les marchés d'Europe de l'Est. Je vais à présent laisser la parole à Guillaume, qui va rentrer plus en détail sur nos thématiques santé. Merci Paul. Donc, sur le secteur de la santé, nous sommes partis du constat suivant. Début 2020, la pandémie du Covid-19 a entraîné une saturation des capacités en réanimation. Celle-ci, à la suite des différents confinements, a ralenti le nombre de soins secondaires et opérations non vitales. Ces différents événements ont créé une distorsion au sein des investissements dans le secteur de la santé, privilégiant des investissements vers des nouvelles capacités d'accueil pour les patients atteints du Covid-19 au détriment des investissements dans les services de santé tels que la reproduction in vitro ou alors la radiologie. Depuis quelques mois, nous assistons à une amélioration des conditions sanitaires portées par la généralisation des vaccins. Et même si la continuité de certains variants pèse encore, nous pensons que les investissements dans la santé ne peuvent pas être repoussés beaucoup plus longtemps. Nous sommes donc très confiants sur les perspectives de reprise d'un certain nombre de valeurs au sein de cette classe d'actifs. Nous avons donc identifié au sein de cette thématique différents acteurs, notamment dans la chirurgie, le spécialiste des cancers de la vessie Photocure ou encore Medistim qui crée des équipements permettant d'assister les chirurgiens dans les opérations vasculaires, ou encore le spécialiste de la reproduction in vitro VitroLife qui fournit des consommables et des équipements aux cliniques spécialisées dans la reproduction in vitro. Dans les diagnostics, nous nous concentrons principalement sur Biomérieux dans le diagnostic in vitro ou encore Guerbet sur la radiologie. Et pour terminer, dans la découverte de la production de médicaments, Novo Nordisk sur le diabète ou encore Chemometec qui devrait profiter de la montée en puissance de la thérapie cellulaire.
Je vais maintenant laisser la parole à Hugo qui vous parlera des animaux de compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler d'une thématique qui nous tient à cœur depuis longtemps, qui est celle des animaux de compagnie. On a observé que cette thématique bénéficie de tendances fortes et depuis longtemps, et notamment de l'humanisation des animaux de compagnie qui a été renforcée par la génération des millennials qui en fait ont tendance à avoir des enfants de plus en plus tard et au contraire acquièrent de plus en plus des animaux de compagnie. On a un taux de pénétration de 35% chez les millennials aux États-Unis contre 27% chez les baby boomers notamment. C'est un secteur qui bénéficie également du stay at home et particulièrement des mesures de confinement que l'on a pu subir à cause du Covid et donc d'une tendance à rester chez soi plus longtemps et donc à dépenser plus d'argent pour son intérieur et ses occupations en interne. C'est un secteur également qui affiche une certaine résilience qui a été éprouvée lors de toutes les récessions. Parce que bien évidemment, c'est pas parce qu'il y a un ralentissement économique que vous allez arrêter de nourrir votre chien ou vos chatons. Et donc, on est sur un marché mondial, en tout cas estimé par Global Market Insight en 2027, qui est attendu à 350 milliards de dollars, c'est-à-dire une croissance en CAGR d'environ 6% par an d'ici là. Nous, pour jouer cette thématique, nous investissons dans 3 sociétés. Déjà 2 laboratoires liés à la santé animale français qui sont Virbac et Vetoquinol, donc respectivement top 6 et top 10 mondiaux. C'est 2 sociétés qui ont réalisé des publications semestrielles excellentes. Vetoquinol avec un doublement de son résultat opérationnel ou Virbac avec un 3e relèvement de guidance consécutif. On aime particulièrement Musti aussi, donc sur le marché nordique, qui est vraiment spécialisé dans le bien-être animal, donc que ce soit dans les biens et les services, qui affiche une croissance organique de plus de 10% par an depuis plusieurs années, quand le marché nordique a plus tendance à croître entre 4 et 5%, donc une société qui affiche des gains de part de marché très importants. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Louis Defez, donc qui va reparler de la performance des fonds. Merci Hugo. Donc pour conclure et avant de vous laisser la parole à tous et à toutes, on voulait vous reparler un peu des 6 différents fonds que nous gérons avec le reste de l'équipe. C'est pour vous montrer que c'est vrai que les performances ont été une nouvelle fois au rendez-vous cette année, notamment par l'application stricte du process de gestion. Ce qui est assez intéressant avec le process de gestion, c'est que vous avez vu que si on prenait le marché encore à aujourd'hui, il fait quasiment du surplace depuis le mois de mai-juin, alors que nous, nos valeurs qui sont très peu volatiles, qualité, complètement décorées des indices, nous depuis le mi-mai, alors que les marchés ont plutôt fait plus grand-chose, nous on a continué de monter doucement mais progressivement, complètement avec cette décorrélation par rapport aux indices. Donc le plus possible, on va essayer de continuer comme cela. Vous pouvez continuer sur nous pour continuer ainsi et trouver toujours des valeurs toujours dans des niches de marché décorrélées et surtout qui génèrent beaucoup de cash et de free cash flow et qui vont être le plus décorrélées possible, notamment dans cette période où on estime que la volatilité va revenir. Vous avez vu le VIX qui a quasiment pris 24% hier. Donc c'est normal, quand on a une normalisation de la politique monétaire, il y a plus de volatilité. Voilà, les mois de septembre-octobre sont des mois toujours un peu plus dangereux en bourse. Donc si le marché devrait encore continuer de perdre quelques pourcents, 5-10%, on saisira ces opportunités pour au contraire réemployer une partie du cash qu'on avait fait récemment pour pouvoir racheter les belles valeurs de croissance ou de qualité qui auraient été injustement sanctionnées. Merci à tous. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions. Donc, si vous en avez par la suite, que ce soit à l'équipe de gestion qui est 100% à votre disposition ou à l'équipe commerciale avec plaisir. On sera un réel plaisir d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Merci Victoria. Merci à toutes et à tous.